on retrouve ce même marasme politique qui va finalement entretenir ce qu'on appelle des situations un peu néocoloniales où, au final, ça reste les populations qui ne profitent pas pleinement des potentiels de ces territoires et se retrouvent toujours avec des indicateurs sociaux qui, il faut pas se tromper, sont très similaires de ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les autres territoires de la Caraïbe. Au contraire, à Trinidad et à la Jamaïque ces dernières années, le taux, bon, ce sont des territoires indépendants qui ont leur mode de calcul des taux de chômage, mais selon certains indicateurs, ils sont descendus, alors que chez nous, on reste encore à 22-25% de taux de chômage dans nos territoires, ce qui est alarmant si on compare ça tout simplement au taux de chômage en France, au Royaume-Uni, et on comprend que des territoires comme ça ne peuvent pas structurellement fonctionner avec de tels taux de chômage depuis des décennies. Alors, je remercie Maël pour son intervention. Non, sur ce point précisément, sur les raisons qui pourraient expliquer que nos trajectoires soient différentes, colonie française et colonie anglaise. Alors, je comprends tout à fait ce point de vue, hein, qui met l'accent sur le capitalisme, sur l'international. Euh, mais moi, je pense aussi qu'il faut compléter ça par une approche socio-historique. Toi, en plus, c'est ta démarche d'ailleurs, de la question. Et quand je prends les deux modèles en question, le modèle français et le modèle anglais, il y a une opposition de culture politique. L'État français, c'est l'État. L'État, c'est le moteur qui régule la société depuis le début. L'Angleterre, c'est le marché, c'est le business. Les Anglais viennent, ils prennent et ils partent. La France vient, elle prend et elle reste. Non, elle reste pourquoi? Parce qu'il y a une conviction, c'est que l'État français, ou la culture politique française, elle est nourrie d'universalisme, persuadée que on amène la civilisation, on amène les droits universels, et il y a une philosophie politique qui est différente de celle de l'Angleterre. Le résultat, dans le cas anglais, c'est que les colonies britanniques n'avaient pas le choix, en fait. Je ne suis pas sûr que dans les colonies britanniques, on était plus nationaliste que l'autre. Je pense que l'État français, qui est interventionniste, qui est protecteur également, euh, a amené les sociétés finalement à faire le choix de la protection, de la sécurité, comme disait Julien. Après tout, d'ailleurs, c'est un prof de sciences politiques qui à l'époque me l'a dit, mais écoutez, pourquoi voulez-vous, dans votre approche militante, voir autre chose que de la rationalité chez chez les Antillais? Ils ont le choix de la protection ou autre chose, ils vont choisir la protection. C'est naturel. Donc moi je pense que la trajectoire des Britanniques, elle est liée aussi au type d'État. L'État anglais ne donne pas le choix aux anglophones. Et cette démarche britannique, euh, elle conduit nécessairement à de la responsabilité, à de l'autonomie. Vous êtes, débrouillez-vous. Et très tôt, j'ai travaillé chez ma thèse sur la Martinique et la Barbade, j'ai comparé. Alors qu'à 46, on entre dans l'assimilation encore plus profondément, les Barbadiens commencent à mettre en place les structures qui, à terme, vont donner un État. L'État existe en germe avant l'indépendance barbade, parce qu'ils ont dû se préparer. Et puis, observez une chose, nous, aux Antilles, les quatre vieilles, on a des modèles de collectivité française. On a le département, on a la région. Les anglophones n'ont jamais eu de modèle de collectivité britannique qui sont exportés. On exporte le modèle étatique. Il y a déjà dans le fonctionnement des institutions coloniales, il y a déjà la préfiguration du Parlement, de l'exécutif, de la séparation des pouvoirs,
tout ce qui correspond au régime parlementaire britannique. Ça, ce n'est pas le cas du modèle français. Donc, je veux dire par là, pour terminer, qu'il y a une sociologie historique à faire de ces situations. Il me semble que c'est le type d'État qui, en grande partie, explique aussi les différentes trajectoires. Ça n'exclut pas, bien sûr, des considérations économiques, hein, mais je crois que c'est d'abord les conceptions que l'on a en France et en Angleterre de l'État. D'ailleurs, je suis persuadé que ce que nous vivons dans les colonies, c'est un peu l'extension de ce que parfois des départements, des collectivités françaises vivaient aussi. Je pense, j'étais, avant d'être en Guadeloupe, j'étais enseignant à l'université de Rennes. Et bon, j'ai été amené, bon, par la force des choses, à faire un cours sur l'histoire de l'idée décentralisatrice en Bretagne. Je ne connaissais rien à ça. Donc j'ai appris. J'ai découvert que les Bretons, notamment la langue bretonne, était aussi massacrée, aussi discriminée que le créole, avec des comportements identiques. Donc, je veux dire par là que souvent, on a l'impression qu'on est dans des spécificités. En réalité, ce qui se passe ici, c'est ce que l'État a appliqué sur son propre territoire parfois. Je pense qu'il faut, dans ce cas-là, relativiser les choses et peut-être ne pas croire qu'ici, on est meilleur ou plus mauvais qu'ailleurs. Et si dans la Caraïbe anglophone, on est différent, c'est parce que l'histoire a fait que nous soyons différents. Je dois quand même ajouter, tout de suite, Raphaël, je dois ajouter quelque chose qui me paraît important, c'est que sur le plan de la relation, il y a un élément qui est essentiel. Les Anglais n'ont jamais voulu appliquer les lois anglaises dans les colonies. Ils ont mis en place ce qu'on appelle l'indirect rule, la loi indirecte. C'est-à-dire que bon, vous faites vos propres lois pour vos colonies, ne prenez pas notre système législatif. Or, nous, si vous voulez, dès le départ, on est dans une logique, si vous voulez, d'application des lois et on se bat en permanence pour que ce soit les lois de la République qui soient appliquées chez nous. Et là, ça crée des comportements tout à fait différents. Pour conforter ce que disait Fred il y a un instant, le Parlement barbadien est créé en 1639. En 1639. La France n'a pas encore de Parlement. Barbade a déjà son Parlement. Oh, bon, évidemment, hein, ce sont les colons, ce sont ces gens-là qui sont dans le Parlement, mais si vous voulez, dans l'esprit des gens, il y a une structure qui est de décision politique sur leur territoire. Et ça, c'est extrêmement important. Nous n'avons pas cette culture-là. Raphaël. Je suis très content, évidemment. Ce sera simplement une pierre et elle sera pas aussi académique certainement que la vôtre, mais elle me semble importante dans la mesure où vous avez posé une question qui m'intéresse à double titre. D'une part parce que ce sont des sujets qui m'intéressent, sur lesquels j'ai pu travailler. D'autre part parce que j'ai un pied dans la vie publique et donc que mécaniquement ce sont des questions aussi que j'ai eu l'occasion de me poser. Et savoir pourquoi est-ce que finalement notre personnel politique ne se saisit pas de cette question-là de manière un peu plus franche et ne va pas au bout des choses, je pense que ça répond à un certain nombre de questions. La première, c'est celle du conflit de trajectoire. La trajectoire personnelle et la trajectoire, évidemment, collective. On se retrouve, et c'est peut-être 2003 qui en a été l'illustration la plus éclatante, c'est que on se retrouve dans un schéma où chacun pense à sa réélection. Pour faire simple. Et donc, quand on se pose la question de la réélection, il y a deux manières d'aborder les sujets. Et je trouve que c'est très intéressant. Il y a une analyse qui est assez savoureuse sur la difficulté de faire passer un certain nombre d'idéologies par rapport à la simplicité de faire passer d'autres idéologies. Pour faire simple, il est beaucoup plus facile de faire peur aux gens que de construire une société. Et donc, évidemment, quand on fait passer des idées de construction d'une société qui, en plus, est alternative à celle dans laquelle on vit, de manière mécanique, on se retrouve à créer par finalement un jeu de clair-obscur, l'espace pour faire peur. Donc vous parlez de quelque chose, mais moi j'achète pas chat en sac, on va acheter chat en sac, finalement tu vois Tijon la paix passer et très rapidement on se retrouve à pouvoir faire peur aux gens. Et la peur fait plus recette évidemment dans la société. Donc
moi qui suis politique, ben, je vais pas aller sur un sujet qui est casse-gueule. Désolé d'être aussi trash. Et finalement, je vais parfois, parce que j'ai beaucoup apprécié l'analyse que vous avez eue, Monsieur Reynaud, de dire que finalement le discours anticolonial devient, et vous avez cité le sociologue Giraud à cet égard, devient presque quelque chose de suave qu'on distille pour dire que moi aussi je suis guadeloupéen et que moi aussi finalement il n'y a pas plus guadeloupéen que moi et la Guadeloupe d'abord. Et puis très rapidement, quand il s'agit de poser les vraies questions, eh bien on va revenir à des choses beaucoup plus sérieuses parce que faut faire attention à celui qui va dire tu vois ti jeune la paix est passée. Et si vous regardez, et je vais essayer de ne pas être tellement plus long, si vous regardez l'époque que nous traversons actuellement, vous allez voir déjà apparaître ce jeu de miroir aux alouettes où au final on a des personnes qui ont dit quelque chose à un instant T et qui ne sont pas susceptibles de poursuivre de manière durable le discours politique. Voilà, je m'en arrêterai là. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire. Mais en même temps, je suis des années 70. J'ai vécu à l'extérieur, hein, hors du département. Voilà. Et je découvre, sans honte, je découvre la départementalisation, en tout cas le schéma réellement depuis il y a 3 ou 4 ans, parce que j'ai préparé une licence, j'ai préparé ma licence et j'ai dû m'intéresser à la problématique des agriculteurs en situation de vulnérabilité. Et j'ai dû repartir faire des recherches. Et à ce moment-là, je me suis posé des questions que je ne m'étais jamais encore posées parce que je n'avais pas de connaissances dessus, je suis honnête. Nos politiques, quel est vraiment l'enjeu? Vous avez un petit peu abordé la chose, l'enjeu. Et au fur et à mesure, j'ai fini par comprendre que tout était stratégique, c'est normal, mais que dans tout ça, nous souffrons, la population souffre, parce que la population est dans une ambiguïté où elle ne sait pas réellement où est-ce qu'elle doit se situer. En tout cas, mes travaux m'ont permis de comprendre où moi je me situe aujourd'hui, qui je suis, et je trouvais bien dommage que notre génération, moi qui ai 53 ans aujourd'hui, n'ait pas eu plus de connaissances, plus d'outils en tout cas, pour comprendre la démarche de la départementalité. Excusez-moi, je bégaye. En tout cas, de la démarche, d'accord? Aujourd'hui, je suis ravie d'être là parce que, au vu de mon licence et de ma parcours, je dois m'y intéresser et je dois comprendre comment notre territoire fonctionne et pourquoi vous parlez effectivement ce schéma structurel que nous avons automatiquement dans notre tête. Je le fais, c'est un réflexe. Je suis hors du département. Et finalement, je me rends compte qu'on fonctionne tous ainsi, par réflexe et puis par automatisme. Voilà, c'est tout simplement ce que j'avais à dire. Et puis vous remercier beaucoup parce que ce matin, j'avais décidé de rester dans mon lit. Et en entendant à la radio qu'il y avait cette conférence, j'ai dit non, j'y vais parce que c'est trop important aujourd'hui. Voilà. Non, vous ne savez pas des J'avais une question qui ne va pas être autant approfondie, mais je me demandais, vous parliez aussi de sécurité, on parlait de peur, si le cas de Haïti était utilisé comme moyen de dissuasion pour la population, pour les penseurs. Une très bonne question. Qui a été et est encore perçu comme une espèce de repoussoir. Pourquoi? Parce que Haïti, si vous voulez, symbolise la défaite française en fait, dans la Caraïbe. Et pour, je ne veux pas très long, comme illustration de cette attitude négative de la France vis-à-vis d'Haïti, et par conséquent notre rapport à Haïti, depuis l'indépendance d'Haïti, aucun président français n'est allé en Haïti avant le tremblement de terre. C'est avant le tremblement de terre, du 12 janvier 2010. Alors, c'est M. Sarkozy, je crois, à l'époque, qui était là et qui est allé, parce que tout le monde y allait. Et les États-Unis y vont régulièrement. Bon, c'est la proximité, c'est la doctrine Monroe, c'est tout ça. Bon, il n'empêche que c'est une colonie française, quand même, Haïti. Et donc, je dis par là que cette défaite de la France dans Haïti, on sait ce qu'elle est, mais aussi la situation politique d'Haïti, économique d'Haïti. À partir du moment où vous avez une situation économique qui est celle d'Haïti, pour des raisons diverses, on ne peut pas revenir dessus, le seul exemple qu'on vous dit pour ne pas aller plus loin, c'est Haïti.
Si on a l'autonomie, c'est l'antichambre de l'indépendance, de toute façon. Et dans ce cas-là, on va devenir comme Haïti. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on vous dira Haïti, on ne dira jamais Barbade, par exemple. Barbade indépendante depuis 1966, Barbade ne fait même pas la moitié de la Guadeloupe. 430 km². Or, c'est un des pays les plus développés de la Caraïbe, avec les mêmes ressources que nous. Donc, on ne peut pas prendre la Barbade comme exemple. On prendrait Haïti pour faire peur, encore une fois, pour faire peur. La peur est omniprésente. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le problème de la Guadeloupe diffère en quelque sorte des autres problèmes des îles britanniques et de ceux d'Afrique, du fait que, comme disait Eric Nabajot un jour, en ce qui nous concerne, ce sont les colonisateurs français qui nous ont emmenés ici, à prime abord. Et contrairement aux Africains, ils sont venus, ils sont allés en Afrique. Donc, on n'a pas connu, on ne connaît pas le même type de colonisation. Et c'est précisément, je crois que je suis persuadé, que cet effet-là joue énormément sur certains Guadeloupéens. Ils se demandent, oui, bon, après tout, où ça sera laissé, ou pas sera trouvé. Il y en a beaucoup qui raisonnent de cette façon. Ils se disent, bon, peut-être l'autonomie qui mène vers l'indépendance, ça va peut-être déboucher sur le chaos. Bon, évidemment, on ne peut pas ne pas faire allusion à Haïti. Quand on parle de la Guadeloupe, dans la perspective d'une indépendance. Puisque le problème d'Haïti, même si M. nous dit que Haïti quand même se développe, mais il ne demeure pas mauvais qu'il y a une stabilité. J'avais dit ça. Oui. Oui, alors, je voulais répondre. Haïti a des moyens pour se développer et utilise ces moyens beaucoup plus que les Guadeloupéens. Mais le problème qui se pose, c'est que ils sont instables politiquement depuis des années. Et paradoxalement, c'est à l'époque du Père du Vallée qu'ils ont connu une relative stabilité. Bon, je reviens sur la question de la perspective de l'indépendance. Et là, je ferai allusion à une dame qui avait un accident en Pointe-à-Pitre, une dame blanche qui avait un accident avec une Guadeloupéenne. Et elle s'était disputée, et la dame blanche qui dit, bon écoutez, je vais pas trop me disputer avec vous, tout ce que je dois vous dire, ici je suis chez moi. Et c'est plutôt vous qui n'êtes pas chez vous ici. Ok? Puisque les Français vous ont emmené ici, et moi je suis française. Donc, toute la problématique est là. Si la Guadeloupe choisit l'option de l'indépendance, ça sera peut-être compliqué pour faire passer la pilule. Puisque les gens se disent, bon, se jeter dans l'aventure, c'est un risque élevé. Donc, La femme ne sait pas que je suis ici. Ah bon? Il fallait l'écrire alors aussi. J'ai entendu, comme la dame ce matin à la radio, c'est la radio qui m'a réveillé, et je me suis dit, ce sont des noms que je connais, et ça m'intéresse parce que je m'intéresse de plus en plus à ce pays. Alors, ma conclusion, ce serait, à la lumière de tout ce que vous avez dit, et d'ailleurs, les 2 prochaines conférences sont déjà actées, monsieur, d'accord, parce que vous avez plein de choses à dire. Oui, c'est ça, Maël. Excusez-moi, je ne vous appelle pas votre prénom. Et monsieur Lapin, donc voilà, on a déjà les 2 prochaines conférences. À la lumière de tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a une autre voie? Parce que je crois qu'effectivement, c'est ancré dans la psyché. Et il y a plein de choses. Là, vous avez parlé, je suis hors du département, moi je vais vous dire autre chose. Les gens, quand ils arrivent ici, ils disent, quand j'étais en France. Alors moi, ça me fait rire. Je dis, ici, vous êtes où? Donc voilà, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui sont ancrées. Vous avez très bien expliqué les choses, pourquoi c'est ancré. J'ai même eu l'impression de retrouver un petit peu ce que j'avais lu chez Fanon. Enfin bon, je pense que... voilà, ma question, ce serait plutôt ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le siècle des Lumières étant passé par là, est-ce qu'on a autre chose à proposer et est-ce que le peuple sera d'accord? Parce que j'ai entendu la petite voiture jaune, le peuple, lui, il a ses idées. Hein. Ah, merci. Le peuple, il a ses idées, il n'a pas envie, mais c'est aussi certainement par rapport à la classe politique qui saupoudre, qui infuse la peur
parce que je pense que la classe politique actuelle, dans sa majorité, je ne vais pas, bon, peut-être que j'essentialise, c'est pas, mais quand même, elle veut garder aussi, même si, alors c'est facile aujourd'hui de dire, quand il y a un problème en Guadeloupe, c'est à cause de l'État, et en même temps, sur place, on a vraiment l'impression des fois d'être dans un pays avec ses petits râteliers, quoi. Et donc, je pense qu'effectivement, la question, c'est aussi de savoir comment amener la population, le peuple guadeloupéen à s'éduquer en fait à la chose politique et à la chose institutionnelle. Alors ça, c'est une question peut-être aussi de ce genre de... Je pense que ce genre de manifestation, comme vos conférences avec le CAGI, c'est vraiment extraordinaire là-dessus. Moi, je suis toujours étonnée de voir si peu de monde. Après, est-ce qu'on est aidé par les médias sur place pour justement diffuser l'info? Parce que c'est très bien d'avoir entendu le matin, mais ça serait tellement bien que ça soit fait aussi les semaines avant pour que les gens pensent à ça. J'avais autre chose à dire, je ne sais plus pour répondre à la personne précédente, mais là, je ne sais plus. Peut-être. Oui, alors au niveau d'Haïti, oui, quand vous disiez, monsieur, que peut-être que nous, Guadeloupéens, beaucoup d'entre nous ont ce sentiment, en fait, que on nous a emmenés ici, mais on peut dire la même chose de quasiment presque toute l'Amérique centrale, en fait. Parce que le Brésil, aujourd'hui, est quand même constitué, oui, de peuples premiers, mais également, ma foi, de beaucoup de personnes d'origine africaine et d'origine européenne. Donc là-dessus, on s'inscrit vraiment dans... Enfin, nous sommes des Caribéens, nous sommes des Américains enfin, de l'Amérique centrale et du Sud, et nous ne sommes pas les... Même si l'histoire de chaque pays est différente, mais il y a quand même des points communs. Donc, de prendre ça comme prétexte, je trouve que, pour moi, c'est un prétexte. Et que on nous a pas demandé notre avis, nos ancêtres sont arrivés ici, et on est ici, et il faut qu'on construise... Je crois que c'est vraiment la peur, c'est vraiment le levier sur lequel il faut travailler pour que le Guadeloupéen sache que... Moi, je suis toujours épatée, par exemple, par ces réussites extraordinaires individuelles de jeunes Guadeloupéens ou moins jeunes au niveau mondial et qu'on n'arrive pas à faire corps et société ici. Ça veut dire qu'il y a des forces ici qui veulent que ça soit comme ça et qu'on ait une mauvaise idée de nous-mêmes, en fait. Enfin, voilà. Bon, je dis de façon un peu émotionnelle, mais bon. Je voudrais juste lire peut-être les interventions des internautes, hein, parce que bon, on n'est pas les seuls. Alors, il y a une question de Tony Albina à Julien Mérillon. N'y a-t-il pas chez Loison, quand il dit vive Général de Gaulle, une dimension critique et ironique qui complexifierait le rapport à la départementalisation? Question à Felgreno, au terme du parachèvement de l'indépendance ressources, n'avons-nous pas finalement, au regard du tableau noir qui était fait de nos pays, la dépendance sans ressources? Je veux dire, sans moyen véritable de sortir de la dépendance qui n'est jamais le lieu de l'émancipation. Alors, le son est mauvais, c'était dit un moment. Alors, monsieur Atala, fidèle internaute, avec le recul, on peut comprendre que cette départementalisation n'a pas été l'avancée attendue par beaucoup, mais cette décision doit être replacée dans le contexte de l'époque, avec en 1946 un vrai chaos social qui peut expliquer cette volonté de l'époque dont Aimé Césaire. Je crois qu'on a abordé cette question. Bonjour, c'est Martin Barthélémy, n'ont pas voté dimanche passé aux élections municipales, car il y a une date clé, celle de 2003. Comment analysez-vous l'évolution actuelle de ces deux territoires? Question de Emmanuel. On s'arrête à ces questions pour le moment et peut-être qu'on continuera. Nadeuf, oui. Tu veux la suite? Alors, autre question de Joe. Bonjour, notons que la population de Guadeloupe est maintenue dans une forme d'aliénation, tournée sur Paris, ne sachant pas quelles îles se trouvent au nord et au sud de la Guadeloupe. Question, quelles demandes ont été faites pour la modification des programmes scolaires afin d'éduquer, en majuscule, les Guadeloupéens sur ce statut de département? Autre question de Manon Bernardine, que nous connaissons. Le maintien de la peur dans la psyché des Guadeloupéens ne serait-il pas dû à une mutation, voire une crise du militantisme qui limiterait la pédagogie en faveur d'une évolution statutaire? Donc voilà, des questions, on va essayer d'y répondre.
Julien, tu commences? Je vais commencer, oui, par bon, laquelle je vais prendre. Bon, je vais partir de Phénomène sur le militantisme. C'est vrai que, bon, aujourd'hui, le militantisme n'est pas ce qu'il a été dans les années 80. Alors, ce n'est pas propre à la Guadeloupe, hein, il faut le dire. C'est un phénomène généralisé. Aujourd'hui, si vous voulez, bon, le parti politique qui a le plus d'adhérents, c'est WhatsApp. Si vous voulez, bon, ben, c'est là qu'on milite. On milite par WhatsApp, on milite par TikTok, on milite par Instagram. Et ça veut dire qu'il faut prendre en compte aussi ces données-là. Il faut prendre en compte le fait que, bon, c'est par ce biais-là que les gens correspondent, ont un certain nombre de relations. Mais le militantisme connaît une crise comme comme vous voulez, à l'échelle internationale. Alors, est-ce que c'est la raison principale de la peur? Bon, je n'en sais rien. Bon, c'est vrai que, si vous voulez, le militantisme était aussi une forme d'éducation, une forme, si vous voulez, de transmission. Et que cette forme-là, ben, est quelque peu aujourd'hui, on peut dire, sous l'éteignoir, et qu'on n'a plus cette facilité, cette capacité d'aller vers l'autre pour lui enseigner. Et c'est là peut-être qu'il faut retrouver des formes de militantisme adaptées à notre période. Je crois que la vraie question, elle est là. Quelles sont les formes de militantisme adaptées à notre période? C'est un peu cette question qu'il faut appréhender. Autre question Il y a une question de Tony Albina sur l'oison. Sur l'oison, bon. Pas chez lui. Bon, peut-être que ça. Ironique. Alors, je rappelle que cette question tourne autour de la guerre d'Algérie. Et quand il dit en Algérie, la guerre terminée du général de Gaulle, en réalité, il en attribue, si vous voulez, et comme la plupart des Guadeloupéens, il en attribue le résultat à l'intervention du général de Gaulle, ce qui n'est pas entièrement faux au demeurant, puisqu'on sait très bien que après la crise qui se développe en 1958, ben, le général de Gaulle prend l'option franche, si vous voulez, de l'autodétermination. Donc ça c'est clair, c'est net, si vous voulez. Donc de ce point de vue-là, bon, il n'y a rien d'ironique, c'est tout à fait la vérité. N'empêche que, si vous voulez, bon, il y a la valorisation du personnage de Gaulle qui est indéniable et chez quelqu'un qui, par ailleurs, si vous voulez, bon, je dis, bon, il est syndicaliste, mais enfin, ça, ce sont les contradictions de notre personnalité, de notre société. Et ça nous ramène, comme je l'ai dit, hein, à la construction de cette image de Gaulle en Guadeloupe. Alors, pour donner une petite histoire, Isabelle, tu devrais connaître ça bien. De Gaulle a siphonné le Parti communiste guadeloupéen. Je vous donne un certain nombre d'élus qui étaient membres du Parti communiste. Et l'arrivée du général de Gaulle a fait que bon, des gens ont progressivement abandonné le Parti communiste et sont allés à, si vous voulez, au gaullisme parce que c'était ce qui, à l'époque, paraissait le plus porteur, mais aussi, il faut le dire, qui était quelque part intégré, accepté par la population, puisque les gens valorisaient même cette idée du général de Gaulle. Donc, moi, je crois que bon, il faut bien resituer, ça mérite une étude, hein, vraiment, si vous voulez, bon, l'impact du gaullisme sur notre société, mais pas simplement un impact politique, c'est un impact qui va au-delà, si vous voulez, ça rentre dans, si vous voulez, bon, tout ce qui est les conscients, le fait que, bon, alors, ça nous ramène bien évidemment. Moi, quand je pense de gauche, je pense Cher. C'est-à-dire que bon, il y a toujours un papa blanc qui vient nous sauver, quoi, quelque part. Donc, il y a aussi cette construction-là qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, dans l'esprit de notre société. Voilà. Maintenant, c'est toi. Alors, pour répondre un peu à la question sur le modèle alternatif, c'est une vraie question, hein, que cette question du modèle alternatif, c'est-à-dire qu'on proposait aujourd'hui, qu'on proposait pour être à même de répondre, hein, si vous voulez, d'une part aux besoins de la société et aux aspirations de la population. Il y a les deux.
il y a les besoins de nos sociétés et il y a les aspirations de notre population. C'est clair, de toute façon, aujourd'hui, personne ne peut aller d'une seule voie et d'une seule étape vers un projet, si vous voulez, qui serait un projet de rupture brutale. On n'est pas dans cette logique-là et je crois qu'il est complètement, il serait complètement illusoire de penser qu'on y réussira. Alors, comment parvenir? Quelles sont les étapes à franchir? Ça, c'est une question, bien évidemment, de rapport de force, mais le modèle alternatif, et peut-être c'est là qu'il est important de travailler. J'ai entendu la question posée tout à l'heure parmi les internautes. À mon avis, il ne doit pas être que politique. Il doit être sociétal. Ça veut dire qu'il doit être dans l'éducation. J'ai entendu poser la question, qu'on nous réapprenne à être nous-mêmes. Il doit être dans quasiment tous les aspects de notre vie. Ce qui a commencé au demeurant, lorsque un certain nombre de chercheurs, je pense en particulier à Henri Joseph, je pense à Suzy Zozio, à ces personnes qui ont porté une réflexion sur comment s'approprier de nos trésors et les utiliser, ça me paraît extrêmement important aujourd'hui. Donc, c'est tout ça qu'il faut travailler. Je dis aussi bien dans le domaine de l'agriculture, le domaine de la santé, dans tous ces domaines-là, c'est une réponse qui est sociétale et qui ne doit pas être que politique, à mon avis. Mais je suis persuadé que ça peut pas aller sans une réflexion également sur le modèle politique que nous avons en Guadeloupe. Parce que pour décider de programmes qui seraient adaptés aux propres aux Guadeloupéens, il faut qu'il y ait une volonté locale déjà de le faire. Je ne suis pas sûr que l'État soit un obstacle à cela. Je pense qu'il faut d'abord une volonté. J'ai eu l'occasion de faire une petite enquête auprès de mes étudiants de première année de sciences politiques et de droit. Je vais poser cette question qui portait sur la connaissance de la Caraïbe. Je vous donne des exemples de questions que j'ai posées, sans entrer dans le détail. Je vais demander qui était Derek Walcott. J'ai 70% des étudiants qui ne savaient pas. Alors, je suis allé plus loin. Bon, qui était Sir Arthur Lewis, prix Nobel d'économie de Sainte-Lucie. Il n'y a pas grand monde qui le connaît. Mais pire, qui était Frantz Fanon? 80% de gens ne savaient pas qui était Frantz Fanon. Alors, quand j'ai eu ce résultat-là, avec d'autres personnes, on a décidé de monter un programme de formation. Et si vous allez sur le site, la chaîne Lucagie, il y a un programme qui s'appelle Pour un espace caribéen de la connaissance. C'est une série de vidéos qui a été montée après ce choc que j'ai eu. Et donc, voilà, je dis par là qu'il faut qu'on apprenne à se réapproprier notre environnement et il faut aussi que ce soit des choses simples, hein, se positionner dans notre espace. Souvent, quand on dit qu'on va dans la Caraïbe, quelqu'un parlait de département ou autre chose, mais nous, beaucoup de gens, entre nous, on va dans la Caraïbe. Mais on est dans la Caraïbe. On va à X ou Y, on va dans tel territoire, mais on est dans la Caraïbe. On va dans la Caraïbe. C'est comme s'il y avait eux et nous. Oui. La question de l'évolution de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, alors c'est vrai que c'est pas tout à fait la même trajectoire. Je rappelle que Saint-Barthélemy et Saint-Martin étaient des communes de la Guadeloupe. Et ces deux territoires ont choisi d'être autonomes en reprenant les collectivités de la commune, du département et de la région. Mais ce qui est intéressant aussi, notamment pour Saint-Martin, et qui nous intéresse, c'est que Saint-Martin a choisi de puiser dans les deux régimes législatifs. Identité législative du département et spécialité législative de la collectivité d'outre-mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évolution de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy allait plus loin. Saint-Barthélemy a demandé de sortir de l'espace communautaire, ne pas être dans le droit communautaire européen, et alors que Saint-Martin a
choisi de rester région ultra-périphérique. Pourquoi Saint-Barthélemy l'a fait? Je réponds à la question qui n'a pas été posée. C'est parce que Saint-Barthélemy est parti de ses intérêts propres. Quels sont ses intérêts propres? Ils se sont rendus compte qu'ils avaient et qu'ils ont un droit de quai, qui est un peu l'équivalent d'un droit de mer. Le droit de mer, il est illégal au regard du droit communautaire. Nous, ça peut disparaître, le droit de mer. Eux, ils se sont dit, si on reste dans le droit communautaire, on risque de perdre le droit de quai, qui rapporte beaucoup d'argent à Saint-Barthélemy. Oui, je ne vais pas dire qu'il faut faire comme Saint-Barthélemy, mais c'est pas ça. Je veux dire qu'il faut d'abord partir de ses intérêts propres et choisir ce que l'on veut. Aujourd'hui, la question du changement, c'est une question de menu. Que voulez-vous? Et à partir du moment où on répond à cette question, on choisit dans les deux régimes existants ce qui nous convient. C'est possible aujourd'hui, depuis la révision de la Constitution. Je comprends pas que des hommes politiques continuent à faire peur, on revient à ça, pour dire que tel système, c'est 74, l'autre c'est 73. On peut avoir les deux en fonction de ce que l'on veut. C'est tout. Alors, mais je ne vais pas entrer dans le détail, mais d'autres, j'ai entendu des arguments du style on veut être comme la Martinique avec un 73 renforcé. Ça n'a pas de sens, ça. La Martinique n'a jamais dit ça d'une part. J'ai eu M. Letchimi au téléphone, il m'a dit mais on n'a pas jamais dit ça, côté euro, ça. Oui. Et 73, ça veut dire quoi 73 renforcé? Je ne suis pas sûr que l'on sache clairement ce que ça veut dire. Ça veut dire que, comme le 73, c'est de l'assimilation, ça veut dire que vous voulez encore plus assimiler. Ça veut dire ça concrètement. Je ne suis pas sûr que c'est que les personnes vont le dire, mais quand j'entends ça, je me dis qu'il y a quand même, ça manque de sérieux. Et donc, la population suit. On veut 75 enfants aussi, on a peur de 74, alors que ce débat-là a disparu. Donc, pour revenir à la question de ces personnes, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ont fait le choix de l'autonomie. Je ne suis pas sûr que ça porte plus mal depuis qu'ils sont. En tout cas, personne ne veut revenir à la situation antérieure, mais la Martinique aussi n'a pas encore fait le choix, ou peut-être ne le fera pas, n'a pas fait le choix de l'autonomie pour le moment, même s'il y a une demande. Mais la Martinique a une collectivité unique. Il n'y a pas de département, il n'y a pas de région, c'est une collectivité. Et contrairement à ce qui se dit parfois ici, aucun Martiniquais que je connais, aucun homme politique n'a envie de revenir aux deux collectivités. On a fait une enquête. La personne la plus virulente en Martinique face à l'alchimie, c'est Madame Concon. Elle nous a dit, écoutez, non, je peux critiquer le système parce qu'il y a des problèmes entre l'exécutif et l'Assemblée, mais à aucun moment nous ne voulons revenir à l'ancien système. C'est plus fluide, il y a moins de gaspillage, il y a moins d'enchevêtrement. Bien sûr, il y a des difficultés, parce qu'il faut fusionner deux administrations. Ça prend du temps et c'est long. Et puis, c'est des questions de personnes aussi. Oui. Mais sinon, pour le reste, je veux dire que chacun fait ses choix. Le problème, c'est qu'il faut être informé, au premier temps. Il faut être informé et faire des choix sur une base claire, transparente, mais que la peur ne guide pas nos comportements. J'aimerais bien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Conclure alors. Non, je vais m'attacher à faire une conclusion rapide. D'abord pour remercier aussi bien sur le net que dans la présence dans la salle ceux qui ont répondu à notre appel. C'est la preuve que cette question est importante, elle intéresse encore du monde. Alors, je me souviens lorsque nous avons décidé de faire cette conférence, Fred Reynaud et moi-même, on s'est dit, bon, mais est-ce que c'est pas une conférence de plus de trop, compte tenu du fait qu'il y a déjà un certain nombre de manifestations qui ont été faites là-dessus. Et on s'est dit, allons avoir une autre approche. Et c'est pourquoi on a posé la question de la départementalisation en question, c'est-à-dire questionner la départementalisation et voir ce qu'elle comporte comme élément, et là ne pas rester dans des choses relativement simples et immédiates, mais poser la question de la dépendance ressources et la question de la sortie de la départementalisation. Alors, au vu de ce débat, deux choses me paraissent importantes aujourd'hui. Un, l'intérêt marqué pour cette question politique qui finalement reste
clairement, si vous voulez, bon, posé. Et comme nous l'avons Fred et moi-même indiqué, en fait, en 2027, on ne dit pas plus que ce que l'on disait en 1956, que ce que l'on disait en 1958. Alors, réfléchissez, faites les comptes, vous allez vous dire, bon, quelque part, si vous voulez, bon, est-ce que on n'est pas dans une histoire qui se répète et qui se mord la queue? Ça, c'est la première question importante, le premier élément à tirer de ce débat. Deuxième élément qui me paraît important et au vu des questions qui ont été posées, je crois qu'il y a des choses à approfondir, notamment le parallèle avec les pays voisins. Et Maël Avenir a posé cette question, elle est importante. La question de savoir aujourd'hui comment faire en sorte que la population, l'opinion publique soit le mieux informée possible de toutes ces problématiques. Ça, c'est deuxième question importante. Et il y a une troisième question importante, et je crois que c'est l'intervention de monsieur, c'est, ouais, d'accord, tout ça, mais après, que fait-on? Et c'est la vraie question aujourd'hui, qui est la question de l'alternative, la question de l'après. Et l'après, eh bien, ce n'est pas Frédéric Nous, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, mais c'est le peuple guadeloupéen. Je vous remercie. Il y a une dernière chose que je voulais juste dire, c'est une information. La prochaine manifestation du CAGI en collaboration avec le MACT aura lieu le 25 avril sur le thème Cuba dans l'étau états-unien. Je reprends, je disais que le 25 avril sur Cuba dans l'étau états-unien entre difficultés économiques et incertitudes politiques.